Parez au bras! Par-dessous! Brassez derrière en ralingue! Qu'est-ce que vous dites? Rentrez les bonnettes! Ramenez les perroquets! Je ne comprends pas. Quel perroquet? Ce n'est pas à toi que je m'adresse, mon garçon. Les bonnettes! Haute et basse sur les deux bords! Je veux bien vous rendre service, mais qu'est-ce que c'est des bonnettes? Flof, un point! Voyons. Bonnette, bonnette. Ah, bonnette. Nom féminin, voile d'appoint légère fixée à une vergue. Vergue. Espar cylindrique destiné à porter la voile. Arrisez le cacatois! Décoiffez la grand vergue! Ferlez le phoque! Pas si vite! Cacatois. Petite voile carrée, bien. Phoque. Petite voile triangulaire. Virez au guindeau! Engagez les stropes! Calfatez la draille! Moulinez le cabestan et que ça saute! Je vais faire ce que je peux, capitaine. C'est une estrope, ça? Pas du tout! Une bouline! Attends, donne voir! Ah non! C'est une aiguillette ou bien un merlin, peu importe! De toute façon, ça ne te concerne pas, mon garçon! Tu es le médecin du bord, toi et le cuisinier! Vous ne pouvez rien faire pour le moment! On verra après la tempête! J'aurai du pain sur la planche, le fossoyeur aussi! Dites, capitaine, la situation est grave. Très grave! Nous avons pris des riz à la voile de misaine! Oh, je ne comprends rien à ce charabia. Que veux-tu? Je suis le capitaine! Un capitaine doit savoir faire la différence entre une balancine et un carte-à-U! Tu sais faire la différence entre une balancine et un carte-à-U? Voyons voir. Balancine. Ah, grosse ficelle. Bien, carte à U, grosse ficelle. Vous en avez beaucoup des grosses ficelles dans la marine? Tu peux pas t'imaginer! Est-ce que le bateau va tenir? Plus très longtemps. Nous allons faire naufrage. Naufrage? Où ça? Ce n'est pas à moi de décider. Le navire coulera là où la tempête voudra bien le faire couler. Et ensuite? Ensuite, eh bien le monde se divise en deux. Ceux qui savent nager et ceux qui ne savent pas nager. Tu sais nager, Moussaillon? J'ai appris dans un livre. J'espère pour toi que c'était un bon livre. Tu vois là devant? Qu'est-ce que c'est? Un écueil. Le navire se dirige droit dessus. Ça n'a pas l'air de vous faire plaisir. Mon garçon, ravi d'avoir fait ta connaissance. Moi aussi, capitaine. Avant de faire tes prières, dis-moi seulement une chose. Comment t'appelles-tu? Gulliver. Le mien est Gulliver. Et vous? Capitaine Freloque. Enchanté, capitaine Freloque. Adieu et surtout, bon voyage, Gulliver. Majesté. Ah! Quelle heure est-il? Oh, pardon, Majesté. Vous dormez? Dormir? Moi? Jamais. Surtout pas le jour. La nuit, peut-être, à la rigueur, quand mes devoirs de reine ne m'accaparent plus. Quelle heure est-il? 8 heures, Majesté. Du soir? Du matin. Quel jour? Vendredi. Comme le temps passe. Remarquez, il n'a que ça à faire. Navel? Présent. Nostril? À vos ordres. Je vous écoute.
Majesté, l'affaire est délicate. Elle est assez inédite. Elle est même plutôt incongrue. Allez directement au fait. Où ça? Je veux dire, exposez-moi la situation. Majesté, vous lisez dans nos pensées. Nous étions précisément venus vous exposer la situation. Ça tient du prodige. Je vous écoute. Commence-toi. Non, toi, commence. Commence d'abord. Je commencerai ensuite. Mais si je commence en premier, tu ne peux pas commencer après moi. Si tu préfères, commence d'abord en deuxième. Et ensuite, je commencerai en premier. Ça me semble honnête. Majesté, voilà, il est arrivé quelque chose d'étrange. Sur la plage. Gigantesque. Mais vraiment gigantesque. Comme une montagne. Disons comme une colline. Une colline gigantesque. Gigantesque, soit. Mais quoi de gigantesque? Une baleine? Non, Majesté, si c'était une baleine gigantesque, on ne serait pas venu vous déranger en plein travail. La semaine dernière, on a trouvé un crabe énorme. Seulement aujourd'hui, c'est autre chose. Mais encore? Comment le dire simplement? Dites-le avec des mots. Vous avez raison, Majesté. Mais lesquels? Les plus simples. Très juste. Alors, voilà. Sur la plage, ce matin, gigantesque, un homme. Rien n'interdit de se promener sur la plage. Il ne se promène pas. Il dort. Rien n'interdit de dormir sur la plage. Il dort sur le dos. Rien n'interdit de dormir sur le dos. Il y a autre chose, Majesté. Il ronfle. La loi n'interdit pas de ronfler. Certes, non. Je le saurais, c'est moi qui fais les lois. Mais son ronflement n'est pas un ronflement habituel. On peut l'entendre d'ici. Écoutez. Burglum. En effet. Quel grabuge. Parce que je ne sais pas si on vous a dit, Majesté, cet homme est gigantesque. Vous me l'avez dit, oui, gigantesque. Gigantesque comment? Vraiment gigantesque. 18 fois notre taille. Nous avons mesuré, si vous voulez vérifier nos calculs. Nous mesurons 5 pieds et 6 pouces, à 1 pouce près. Le monstre sur la plage mesure, tenez-vous bien, plus de 98 pieds. Si mon pied mesure exactement un pied du monstre mesure 18 pieds. Et chacun de ses doigts de pied fait 18 pouces. Vous me suivez? J'ai perdu le fil. Imaginez, Majesté, vous pourriez vous tenir à cheval sur sa main. Je veux dire, vous sur votre cheval et votre cheval dans sa main. Avec le crâne du monstre, on pourrait faire une baignoire. Avec l'un de ses ongles, on pourrait faire une assiette creuse. Je pourrais enfiler ma tête dans une de ses narines. Pourquoi faire? Non mais c'est un exemple. Si je comprends bien, un géant a échoué ce matin sur la plage et son ronflement s'entend depuis le palais royal. L'affaire est grave. Tôt ou tard, le géant va se réveiller. Il va bâiller. Son bâillement sera gigantesque. Il va se mettre en route. Et au moindre faux pas, il va nous écrabouiller. Que me conseillez-vous? Il faut agir au plus vite. D'abord, organiser une réunion de toute urgence. Ensuite, débattre rapidement. Puis aboutir à une conclusion, en un clin d'œil. Puis soumettre notre conclusion au sénateur en un claquement de doigts. Puis rédiger un décret à toute vitesse. Et enfin, vous demander de signer le décret. Mais sans tarder. J'ai mieux à vous proposer. Envoyez tout de suite 200 hommes sur la plage, avec des cordages, des échelles et des échafaudages. Envoyez encore 600 soldats armés de flèches, d'arquebuses et d'arbalètes. Il faut ligoter le monstre avant son réveil. Ensuite, je me rendrai sur place. Bien, Majesté. Une dernière question, Majesté? Votre petit déjeuner, vous le prenez sur la terrasse ou dans le grand salon? Regardez, Majesté, on ne vous avait pas menti. 18 fois notre taille. Balmuf! Vous ne m'avez pas menti! C'est ce que je viens de vous dire, Majesté. On n'a jamais vu un géant pareil sur la plage. Ailleurs non plus, d'ailleurs. Quel est ce raffut? C'est le géant, il respire. Vous sentez ce vent? Il vient de ses 2 narines, là-haut. Et quand cette créature va-t-elle se réveiller? Tôt ou tard, Majesté. C'est bien ce que je craignais. Pas d'inquiétude, tout est sous contrôle. 70 cordages tendus le long du corps, depuis la poitrine jusqu'à ses pieds. 35 câbles pour chaque bras, 2 échafaudages de part et d'autre de la créature. Le premier au niveau du ventre, le deuxième au niveau des épaules. Quand il plaira à Sa Majesté, nous lui ferons visiter l'homme montagne.
Il est un peu escarpé, la montée est un peu fatigante, mais la visite vaut le détour. Et du haut de l'homme montagne, nous avons une vue mais alors imprenable sur tout le pays. De là-haut, on voit même votre palais royal. Mais que diable cet homme montagne, comme vous dites, est venu faire sur la plage? Naufrage, Majesté. Souvenez-vous, la tempête, cette nuit. Ah, si je me souviens, j'ai pas fermé l'œil. Pluie, tonnerre, éclairs, vent, mer déchaînée, des vagues hautes comme des immeubles. Le navire de l'homme montagne a dû échouer dans les parages à quelques encablures de l'île de Lilliput. L'homme montagne est tombé à l'eau et là, vaillamment, avec la force du désespoir, il s'est accroché à un morceau d'épave. Alors, n'écoutant que son courage... Enfin, bref, tout ça, quoi. D'où vient ce cri? C'est ignoble et sinistre à la fois. Qui joue du trombone aussi mal? Cela provient de l'estomac de l'homme montagne. Il s'agit d'un borborygme provoqué par Non, je préfère ne pas savoir. Cela se calme, Majesté. Très bien. Profitons-en pour faire l'ascension de l'homme montagne. Après vous? Par ici, Majesté. Levez la jambe. Voilà, c'est bien. Tenez bien l'échelle, hein? Ne regardez pas vers le bas, Majesté. Vous y êtes presque. Encore un tout petit effort. Nous y voilà. Où sommes-nous exactement? Sur l'abdomen. Faites attention où vous mettez les pieds. Oui, le nombril se tient à peu près là. Une chute est si vite arrivée. Quelle est cette chose? Une roue de charrette? Un bouton de chemise. Si vous voulez bien me suivre, nous nous dirigeons maintenant vers l'encolure. Et quelle est cette végétation? Il s'agit de sa barbe, Majesté. Nous avons vidé les poches du géant et nous les avons entreposées ici sur sa poitrine. En voici l'inventaire. Un morceau de toile grossière, suffisamment large pour servir de drap de lit, une immense horloge fixée à une énorme chaîne, un long pieu terminé par une pointe noire et salissante, un appareil semblable à une palissade et que l'on subodore être un peigne. 17 disques de métal, de la taille d'un couvercle de tonneau, portant l'effigie gravée d'un visage de profil. Une sorte d'éponge géante, de la taille d'un oreiller et qui, après examen, semble être un morceau de pain trempé. Bien. Ce morceau de pain explique sans doute les borborygmes. Sans doute, Majesté. Et ce bruit? Là? Quelqu'un bat du tambour? Des battements de cœur, Majesté. Décidément, ce n'est pas l'homme montagne, c'est l'homme orchestre. Très spirituel, Majesté. Allons plus haut. Je désire voir de près le visage de ce géant. Attention à sa pomme d'Adam. Elle monte et elle descend, c'est assez imprévisible et ça peut être dangereux. Voulez-vous une machette pour vous frayer un chemin parmi les poils de sa barbe? Ça ira bien comme ça. Nous avons entamé l'étude scientifique du géant. Ainsi, nous avons pu évaluer qu'une seule de ses larmes pourrait remplir un bocal de poisson rouge. Le géant respire toutes les 4 secondes environ. Sa peau est épaisse comme l'écorce d'un arbre. Et ses oreilles contiennent assez de cire pour fabriquer 22 bougies. Nous y sommes, Majesté. Vous avez mis le pied sur le visage de l'homme montagne. Un petit pas pour l'homme, un bond dans l'étude du géant. Bouche, pommette, narine et ici, les arcades sourcilières. Plus truc de palmuf, je n'ai jamais vu un œil d'aussi près. Vous croyez qu'on peut lui soulever la paupière? Oh, mais son nez m'a l'air tout à fait confortable. Majesté, si je puis me permettre, ne vous asseyez pas sur son nez. Mais qu'est-ce qui m'en empêche? Je suis la reine, j'ai le droit de m'asseoir n'importe où selon mon bon vouloir. Relevez-vous, Majesté, le risque est trop grand. Le risque de quoi? Eh bien, que se passe-t-il? Un tremblement de terre? Le géant se réveille. Accrochez-vous! Je vais bien vers quoi? Donnez ma main, Majesté. Prenez plutôt la mienne. Pas éternuer. Un petit peu. Trop tard! Virez au guindeau! Engagez les straps! Calfatez la draille! Moulinez le cabestan! On dirait que la tempête est finie. J'ai rarement vu le navire aussi calme, aussi immobile. Fini l'orage, fini le vent, fini la pluie. Ah, Dieu soit loué.
Oh, j'ai dû perdre connaissance ou bien je me suis endormi sur ma couchette. J'ai dit adieu au capitaine. Comment s'appelle-t-il déjà? Shamrock? Paddock? Frolic? Puis je suis allé me coucher dans ma cabine. Pourtant, il y a quelque chose qui cloche. Si j'étais dans ma cabine maintenant, je serais à l'abri dans l'ombre, et le soleil ne se tiendrait pas comme il le fait au-dessus de ma tête. Si je ne suis pas dans ma cabine, je me demande bien où je me trouve. Au fond de la mer? Bon, ça m'étonnerait. Au paradis? Peut-être. Ou bien sur une plage de sable. Je me souviens d'un rêve étrange. 2 ou 3 personnages minuscules se promenaient sur mon visage. L'un d'eux s'asseyait sur mon nez et puis... Mais ma parole, je ne me trompe pas, je suis ligoté. C'est bien ma chance. J'échappe de justesse à une tempête épouvantable. J'ai la vie sauve, je suis entier, tout cela pour finir ficelé par... Par qui d'ailleurs? Les démons de l'île du diable? Les cannibales des îles Sandwich? Les archiducs des îles Marquises? Donc réfléchissons. Juste avant d'essuyer cette tempête, le navire faisait cap vers l'est, au beau milieu de l'océan Pacifique. Seulement voilà, l'océan Pacifique est immense, plusieurs millions de kilomètres carrés. À présent, c'est certain. Je suis bien quelque part. Je suis ici, mais où? Exactement, où? Étrange écho, surtout sur une plage. Où? Comment ça, I? Je n'ai jamais vu un personnage aussi minuscule. Il rentrerait sans mal dans l'une de mes poches. Tiens, ils sont 2. Celui-là aussi rentrerait dans une poche. Je continue sans doute de rêver. Si seulement mon rêve pouvait m'apporter un grand verre d'eau fraîche, je serais l'homme le plus heureux du monde. Je ne comprends rien à ce que vous me racontez, petit bonhomme. Quelle langue vous parlez? Un mélange d'islandais et de chinois? Parlez bien en direction de mon oreille. Elle est bouchée par un peu de sable et vos gosiers sont tellement petits. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Qui êtes-vous? C'est un langage de lutin? Un langage d'oiseau-mouche? Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Quel est votre nom? Oh, mais je crois vous comprendre à présent. Je vais essayer de vous répondre. Je suis un simple naufragé. Je viens d'Angleterre. Je m'appelle Gulliver. Pardon? Qu'est-ce que vous dites? Faites un effort articulé. Vous parlez épouvant-le-en-al. Ah oui, c'est ça. Détachez les syllabes. Vous parlez épouvant-allemand mal. Marquez bien les consonnes. Vous parlez épouvant-allemand mal. Répétez encore une fois. Vous parlez épouvantablement mal. Ah, j'ai compris. Épouvantablement mal. Mais comme vous y allez, je m'exprime parfaitement depuis que j'ai l'âge de raison. Ah, vous ne me comprenez pas. Je dis, je m'exprime parfaitement depuis que j'ai l'âge de raison. Oh, et puis cessez de me piétiner le visage comme vous le faites avec vos petits pieds, là. Vous n'avez pas idée à quel point ça chatouille. J'ai terriblement faim et terriblement soif. Apportez-moi de quoi boire et de quoi manger. Et surtout, détachez-moi. On n'a pas le droit de traiter aussi durement un pauvre naufragé. J'ai droit à des égards. Je suis un sujet de la reine d'Angleterre. Alors, ce géant, va-t-il nous causer des problèmes? J'ai déjà fait une chute, je ne veux pas en faire une deuxième. Eh bien, Majesté, il est possible qu'il ne nous cause aucun problème. Mais d'un autre côté, il est tout aussi possible qu'il nous en cause. Mais selon vous, est-il dangereux? Oui et non. Soit c'est oui, soit c'est non, mais ça ne peut pas être les deux à la fois. Vous avez raison.
Alors? Difficile de trancher. Il faut peser le pour et le contre. Bon, nous les pèserons plus tard. Quoi d'autre? Nous pouvons dire d'ores et déjà que le géant parle avec un accent épouvantable. Il montre beaucoup de difficultés à maîtriser notre langue. Bliffbar Club de Belfaborac de Balibarbi, notre langue est pourtant très facile. Je n'en disconviens pas, Majesté. Peut-être que le géant a des problèmes de syntaxe. Cela arrive parfois avec les géants, du fait du poids considérable de leur langue, qu'ils ont beaucoup de mal à gigoter. Vous avez déjà connu beaucoup de géants de la sorte? Non, je l'ai lu dans une encyclopédie. L'homme montagne se nomme Gulliver, le muel Gulliver, et il vient d'Angleterre. Un pays lointain. Un pays légendaire, Majesté. Nous pensons que le géant n'a pas toute sa tête. Gulliver nous a même dit « Vous allez rire !» Je vais rire. Oui, Majesté, Gulliver nous a dit qu'en Angleterre, il y a une reine. Une reine? Une autre reine que vous. Une autre reine que moi? Et c'est grotesque. C'est même risible, Majesté. Voilà pourquoi je vous ai dit que vous alliez rire. Mais c'est peut-être risible, mais ça ne me fait pas rire. Réfléchissez, Majesté, ça va venir. Non, rien à faire. Je rirai plus tard. Quoi d'autre? Gulliver affirme qu'il a droit à des égards. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Nous l'ignorons. Tant pis. Quoi d'autre? Il a terriblement faim et terriblement soif. Le pauvre! Je le comprends. Imaginez la taille de son estomac. Je ne veux pas que l'on raconte dans les livres d'histoire que j'ai laissé un naufragé mourir de faim et de soif. Faites apporter à ce Gulliver la nourriture dont il a besoin. Nous avons déjà fait préparer 6 bœufs entiers, 40 moutons, 500 miches de pain frais, 70 kilos de fromage et 5800 pintes de bière. Plus 40 de pastèques pour le dessert. Fort bien. Faites aussi venir auprès de Gulliver les musiciens de ma cour. Demandez-leur de jouer un petit quelque chose de léger, de digestif pendant le repas. Sait-on jamais? La musique, dit-on, ramollit le beurre. Vous voulez dire adoucit les mœurs? Si vous préférez. D'ailleurs, Majesté, l'un n'empêche pas l'autre. Messieurs, dames, un petit peu d'attention, s'il vous plaît. Sa Majesté vous ordonne, Disons, vous demande, vous suggère, vous prie, de bien vouloir interpréter une petite suite orchestrale de votre goût dans votre manière. Hein. pour accompagner le repas de Gulliver. Alors, Sa Majesté précise quelque chose de léger et de digestif. Voilà, léger et digestif, en ré majeur, Un petit scherzo. Quoi. avec des glissando. Des glissandi, Exact. Et des petits trilles ici ou là. des bariolages, Des syncopes, des triolets, des zigouigouis. des saltos arrière. Enfin, vous connaissez ça mieux que nous. Maintenant, si quelqu'un veut bien se donner la peine de donner le la. Mercredi 13 mars 1709. Me voici accueilli depuis plusieurs jours déjà par un peuple aimable et minuscule, le peuple des Lilliputiens. Je ne mens pas en disant qu'il est minuscule,
Le plus grand des Lilliputiens est plus petit que ma main. Son bras est plus court que mon petit doigt, et sa tête est de la taille d'un ongle. Un Lilliputien pourrait prendre son bain dans mon gobelet. Il pourrait faire les 100 pas sur la lame de mon couteau. Il pourrait se glisser dans ma poche comme on se glisse dans un lit, sous les couvertures. Parfois, 6 ou 7 enfants passent leur après-midi à batifoler dans mes cheveux. Je ne mens pas non plus quand je dis que le peuple des Lilliputiens est aimable. Bien sûr, j'ai passé ma première journée dans leur pays, ligoté de la tête aux pieds et cerné de plusieurs centaines de soldats, tous pointés dans ma direction des espèces d'arbalètes. Il m'est arrivé aussi de recevoir des flèches. Elles me faisaient l'effet d'une piqûre de moustique. Tout ça ne fait pas des Lilliputiens un peuple guerrier. Flèches et arbalètes, quoi de plus normal quand on découvre un géant échoué sur la plage, les cheveux en bataille et la barbe hirsute. Aux yeux des Lilliputiens, je suis une espèce de monstre. Il me suffirait d'une seule mordée pour avaler une demi-douzaine d'entre eux, comme j'avale à chaque repas une demi-douzaine de moutons entiers. Les Lilliputiens sont méfiants, mais ils sont d'un naturel hospitalier. À l'aide de gestes, de signes, de grimaces et de bribes de paroles, je leur fais comprendre que mes intentions sont pacifiques. Je désire seulement de quoi boire et manger, du repos, un endroit où passer la nuit. Aussitôt, ils font venir 600 matelas cousus ensemble ou empilés afin de me confectionner une couche confortable. Vendredi 22 mars 1709. L'île de Lilliput doit se trouver quelque part au beau milieu de l'océan Pacifique Sud, dans un infini désert d'eau. Aucun voyageur à ma connaissance n'a mentionné son existence et je dois être le premier citoyen de Londres à faire naufrage sur ses rives. Quand j'ai réussi à leur expliquer que ma taille est bien celle de la plupart des Anglais, les Lilliputiens n'ont pas voulu me croire. Ils ont même fait venir un médecin pour m'ausculter. Ils ne parlent ni anglais, ni français, ni italien, ni espagnol, ni aucune des langues que je pratique. J'ai remué des souvenirs de latin, j'ai prononcé comme j'ai pu quelques mots de chinois, appris au cours de mes voyages. Tout cela n'a servi à rien. La langue des Lilliputiens ne ressemble à aucune autre. On dirait une suite de ritournelles faites de monosyllabes prononcées d'une voix flûtée. Avec le temps, ce dialecte me devient familier. Il faut dire qu'on me donne chaque matin une leçon. Il veut voya et ouin et a u. Il veut voya et ouin, me a e a mon u. Il veut voya et loin, mais a e a mon tu. Il veut voya et loin, me a e a mon tu. Il veut voya et loin, mais na sa montu. Il veut voyager loin, mais nage sa monture. Qui veut voyager loin, mais nage sa monture. Et ainsi mon oreille s'habitue à leur manière de prononcer. Cela me permet d'entretenir de longues conversations avec la reine de Lilliput. Il faut dire que Sa Majesté adore les longues conversations. Il faut dire aussi que Sa Majesté aime par-dessus tout les longues conversations avec moi. En quelques jours, je suis devenu l'attraction des Lilliputiens qui me visitent comme un monument tout nouveau. En quelques jours, je suis devenu, comme qui dirait, le jouet favori de la reine. Quand je suis auprès d'elle, elle m'accapare. Quand je suis au loin, elle veut savoir où je me trouve et me convoque sur le champ. Les jours où la reine désire bavarder avec moi, elle monte jusqu'au dernier étage de son palais, dans ses appartements du haut. Moi, je m'avance à petits pas dans les rues de la ville, en prenant soin de n'écraser aucune maison. Puis, je m'approche de telle façon que ma tête se trouve exactement à la hauteur de sa fenêtre. Et ainsi, face à face, nous devisons pendant des heures. Mesdames et messieurs, un peu d'attention s'il vous plaît. Sa Majesté va s'entretenir avec Monsieur Gulliver. Aussi, Sa Majesté vous demande d'introduire ces entretiens par un petit prélude. Quelque chose de royal, mais à la bonne franquette. Hein. Prime sautier, mais de bon goût. Dans le genre menuet. Enfin, vous connaissez votre métier. Voilà.
Belphaborac de Balmuf, vous avez une mine terrible, mon ami. Avez-vous bien dormi? Avez-vous bien mangé? Il faut prendre des forces quand on est un grand gaillard comme vous. Moi, bien sûr, je me contente de peu. Je suis la reine, j'ai une ligne à tenir. Le midi, 3 fois rien. Un peu de radis, un peu d'asperges, un peu de sardines, un peu de pâté, un peu de gigot, un peu de rôti, un peu de canard, un peu de gratin, un peu de bouillon, un peu de fromage, un peu de gâteau, un peu de meringue, un peu de brioche, enfin 3 fois rien. 1 ou 2 beignets, peut-être, pour tenir. Rarement plus. Mais assez parlé de moi. Moi, je me connais par cœur. À la longue, je finis par m'assommer. Parlez-moi encore de votre pays, là. Langribert, l'ongle vers la grande montagne, je ne sais plus. Ça a tellement l'air exotique. Ou plutôt non, racontez-moi vos histoires palpitantes, vos histoires de marins, toujours en train de faire naufrage. Je trouve ça désopilant. Volontiers, Majesté. Je vous écoute. Mon père avait une modeste propriété dans le comté de Nottingham. J'étais le 3e de ses 5 fils. À l'âge de 14 ans, je partis faire mes études à Cambridge, où lorsque... Allez droit au but, mon ami. Vos voyages. Je pensais commencer par le commencement. Commencez d'abord par la suite. Vous me raconterez le début plus tard. Eh bien, au cours de mes voyages, comme médecin de navire, j'ai visité de nombreux paysages. J'ai rencontré des peuplades étonnantes, des personnages fascinants. J'ai collectionné des parfums en provenance du monde entier. Vous me surprendrez toujours. Amiral, vous avez entendu? Gulliver collectionne les parfums. J'ai entendu, Majesté. Gulliver, je vous présente Skyris Bolgolam, grand amiral de l'île de Lilliput. Le personnage le plus important du pays. Après moi, bien sûr. Très honoré, monsieur Bolgolam. Appelez-le grand amiral, ça lui fera plaisir. Nous vous écoutons. Poursuivez. Où en étais-je? J'ai visité de nombreux paysages. J'ai vu l'embouchure du Glumglouf, l'éruption du Clymnol, les rives du flanc Flasnik. J'ai vu le soleil se coucher sur les montagnes de Glubdudrib. J'ai vu l'île des magiciens et des sorciers, l'île des Amazones, l'île des hommes sans tête, le pays gouverné par des chats, le pays où les hommes se nourrissent de vent d'ouest, l'île où les perroquets parlent en alexandrin, le pays où l'on se déplace à dos de flamants roses. J'ai séjourné 1 an sur une île flottante qui vogue comme un disque au-dessus de l'océan. Le fond de l'île est une coque de diamants polis. 1 millier de mécaniciens, guidés par des astronomes, la conduisent comme si elle était un vaisseau. Les habitants de l'île flottante sont les plus distraits du monde, profondément absorbés dans leur méditation. Un domestique est chargé de les réveiller de temps en temps. On l'appelle le valet frappeur. Il se sert d'un petit maillet ou d'une petite maillotche avec laquelle il frappe le crâne de celui qui s'est perdu dans ses pensées. Ailleurs, j'ai visité un pays entièrement peuplé d'académiciens. Les plus grands savants passent leur journée à inventer. Puis, le soir, ils racontent leurs inventions à leurs voisins, d'autres savants. L'un d'eux a trouvé le moyen d'extraire à partir d'un concombre des rayons de soleil. Un autre a découvert comment conserver ces rayons de soleil dans des flacons bouchés à la cire. Un autre a cherché comment transformer la neige en poudre à canon. Une académicienne a calculé qu'on peut construire une maison en commençant par le toit et en terminant par la cave. Une autre a eu beaucoup de succès en fixant un cadran solaire sur une girouette. J'ai appris aussi comment ramollir un bloc de granit pour en faire un oreiller. J'ai vu aussi dans ce pays une machine à écrire entièrement mécanique, capable de rédiger tous les livres imaginables en mélangeant au hasard les lettres de l'alphabet. Blifmar Cloub de Belphaborac de Balibarabi. Quelles histoires extraordinaires. La vie de marin est pleine de dangers. Elle est aussi remplie de trucs et de machins à dormir debout. Je ne suis pas marin, je suis incapable de faire un nœud. Je suis un humble médecin qui exerce sur les navires. Tout de même, vos récits sont renversants. Qu'en pensez-vous, grand amiral? Très renversant, en effet. Cependant, Majesté, je dois vous demander de suspendre votre entretien avec Monsieur Gulliver. Le travail nous attend. Quel travail?
Il faut gouverner, Majesté. C'est exact, où avais-je la tête? Eh bien, Gulliver, je vous libère pour aujourd'hui. Mais revenez demain. Même heure, même fenêtre. Sans faute, Majesté. Au revoir, grand amiral. Enchanté d'avoir fait votre connaissance. Moi de même, monsieur. Il est charmant, ce jeune homme. Enfin, je veux dire, il est distrayant. Et puis quelle faconde. Son accent est épouvantable. Certes, mais ce qu'il raconte est palpitant, vous ne trouvez pas? Pour tout vous dire, Je vous écoute. je peux être franc avec vous. Non seulement vous le pouvez, mais vous en avez l'obligation. Ces histoires me semblent peu crédibles. Je trouve à ce Gulliver un air de maniganceur. Grand amiral, vous êtes trop méfiant, ça vous perdra. Les Lilliputiens au grand complet adorent Gulliver. Précisément, je trouve ça louche. J'ai vu le soleil se coucher sur les montagnes de Glubbride. Non, tout cela ne me dit rien qui vaille. Un géant débarque sur nos plages un beau matin, venu de nulle part, sans titre, sans escorte, sans domestique ni document. Qui vous dit que ce Gulliver n'est pas un espion? Qui vous dit qu'il ne va pas profiter de sa taille pour nous réduire à sa merci? Il l'aurait fait depuis longtemps. D'un seul coup de poing, il pourrait détruire votre armée. Seulement voilà, il ne l'a pas détruite. Il attend le moment propice. Bluefesse coup de balmuf, vous voyez le mal partout. Je ne fais que mon devoir, Majesté. J'espère que vous vous reposez pendant vos jours de congé. À propos de congé, mettons-nous au travail. Quel est l'ordre du jour? Jeudi 16 mai 1709. La taille moyenne des Lilliputiens est légèrement inférieure à 4 pouces. Les chevaux ne dépassent pas 3 ou 4 pouces et les moutons 1 pouce. Les oies ont la taille d'une mésange. Les mésanges ont la taille d'un moucheron. La plupart de leurs arbres m'arrivent aux genoux. Les Lilliputiens enterrent leurs morts la tête en bas. Selon eux, tout le monde ressuscitera dans 11 000 ans. À ce moment-là, la terre, en forme d'immense galette, se renversera de telle sorte que nous tiendrons tous à l'endroit. Ils n'écrivent ni de gauche à droite comme en Europe, ni de droite à gauche comme en Arabie, ni de haut en bas comme en Chine, mais à l'oblique, comme chez les grandes dames anglaises. La ville principale de l'île de Lilliput a la forme d'un carré. 2 grandes rues se coupent à angle droit, divisant la ville en 4 quartiers à peu près égaux. Je les ai visités à plusieurs reprises en m'avançant alors avec beaucoup de précautions, vêtu seulement de mon gilet afin de ne pas briser les toits avec les pans de ma veste. Le palais de la reine se trouve au centre exact de la ville, entouré d'une muraille considérablement haute pour les Lilliputiens. Je serais capable de l'enjamber sans effort. Samedi 25 mai 1709. Avant-hier, les conseillers de la reine, Navel et Nostril, partis pêcher en canot au large de Lilliput, ont été pris par ces remous dangereux qui se créent parfois entre les récifs. Par chance, un promeneur les a aperçus, on est venu m'alerter. J'ai pu intervenir à temps pour les sauver de la noyade. J'avais de l'eau jusqu'aux épaules. Lundi 27 mai, sur ordre de la reine, 200 couturiers ont été chargés de me confectionner des vêtements neufs. Ma vieille chemise faisait peine à voir. Je me suis allongé pour les aider à prendre mes mesures. Quelques jours plus tard, des gardes-côtes ont découvert au cours de leur ronde un objet très étrange, peut-être un animal marin échoué là, sur les roches, une sorte de poulpe sans tentacules, à la peau feutrée, de couleur sombre. J'ai fini par comprendre que les gardes-côtes avaient retrouvé mon chapeau. Tout le monde semble m'avoir adopté à présent, les vieillards, les enfants, les paysans et les ministres de la reine. Seul le grand amiral Skyris Bolgolam semble avoir décidé d'être mon ennemi mortel. La reine de Lilliput continue de me convoquer chaque jour ou presque. Chaque jour, je m'approche de sa fenêtre en prenant soin de ne rien briser. Et chaque jour, pendant des heures, je lui raconte mes aventures. Chaque soir, après avoir mangé 2 ou 3 brebis avec du pain, je m'endors épuisé dans l'abri que la reine a fait construire pour moi à l'écart de la ville. Messieurs, dames, un peu d'attention, s'il vous plaît. Sa Majesté vous prie de bien vouloir interpréter une petite berceuse pour le sommeil de Gulliver. Quelque chose de doux, mais pas trop mièvre. Agréable, mais pas trop entraînant.
Il faut dormir. Pas trop soporifique non plus, il ne s'agit pas de bâiller d'ennui. L'idéal serait de s'endormir dans l'enthousiasme. Un petit quelque chose à 3 temps, vous voyez, dans le style Barcarolle. Il s'agit d'une simple suggestion, on ne veut rien imposer. Gulliver! Réveillez-vous, il y a urgence, réveillez-vous! Parez au bras! Barre dessous! Brassez derrière en ralingue! Qu'est-ce que vous dites? Rien, je rêvais. Un cauchemar. J'étais sur un navire en pleine tempête quand soudain vous m'avez réveillé. Je ne me serais pas permis si la raison n'était pas aussi grave. Pour le salut de la reine, vous devez venir au palais. En pleine nuit? L'affaire est délicate. Nous avons besoin d'une personne de confiance. Nous avons besoin de votre intelligence et surtout de votre force. Vous me faites confiance? Bien sûr. Je croyais que vous étiez mon ennemi juré. Au contraire, mon ami, au contraire. Tout le monde peut se tromper. Je sais maintenant que vous êtes le plus innocent des hommes. Je compte sur vous. Habillez-vous en vitesse et suivez-moi. Ou plutôt, glissez-moi dans la poche de votre chemise et courez au plus vite jusqu'au palais de la reine. Grand amiral, vous ne m'avez toujours pas expliqué la situation. Chut, moins fort! Vous allez réveiller tout le quartier. Avancez à pas de velours. La réussite de votre mission dépend de votre silence. Compris. Sur la pointe des pieds. Voici le palais de la reine. Approchez-vous doucement. Bien. Voici la situation. La reine dort profondément dans sa chambre royale. Dans sa chambre royale, il y a son armoire royale. Dans son armoire royale, il y a un coffre royal. Et dans ce coffre royal se trouvent des documents de la plus haute importance. Je vois. Mais quel est mon rôle dans cette affaire? Je vais vous confier un secret d'État. Ne le répétez à personne, sous aucun prétexte. En tant que grand amiral, j'ai besoin de ces documents. Il me les faut, maintenant, au plus vite. La survie du royaume de Lilliput en dépend. Au milieu de la nuit? Les affaires d'État ne font pas la différence entre le jour et la nuit. La situation est urgente. La vie de la reine est menacée. Menacée? Chut, moins fort! Ah oui, pardon. Chut. Gulliver, il me faut ces documents tout de suite. Il suffit d'aller les chercher. La porte de la chambre est fermée à double tour. Il faut réveiller la reine. On ne réveille pas sa majesté. Même en cas d'urgence, la loi l'interdit. Alors, que faire? Vous voyez cette grande fenêtre? La troisième en partant de la gauche. Oui. Bien. Par chance, elle est ouverte. Seulement, elle est inaccessible. Sauf par vous, Gulliver. Approchez-vous sans faire de bruit. Bien. Maintenant, glissez délicatement votre main par la fenêtre. Bien. Attention à ne rien briser. Vous y êtes? Oui. Parfait. Maintenant, engagez votre bras plus profondément. Bien. Votre main doit se trouver quelque part entre le lit de la reine et son armoire. Soyez toujours très prudent, Gulliver. Je fais de mon mieux. Je tâtonne. Si seulement je pouvais voir quelque chose. Concentrez-vous. Un faux mouvement et tout est perdu. Avancez délicatement votre main vers la gauche. Vous sentez quelque chose? Je crois avoir touché un meuble. C'est l'armoire de la reine. Maintenant, voici la partie la plus délicate de votre mission. L'armoire est fermée à clé. Il va falloir l'ouvrir. La clé est minuscule. Je compte sur votre habileté. Vous y parvenez? Un instant. Ce n'est pas facile. Je crois que j'y suis arrivé. Splendide. Ouvrez l'armoire. Votre petit doigt devrait suffire. C'est fait. Et maintenant? Maintenant, ne bougez plus. Plus un geste, plus un bruit. Que va-t-il se passer?
Ceci, imbécile! À l'arme! Alerte! À l'assassin! À l'ennemi! À l'attaque! À l'algarade! Chut, vous allez réveiller la reine! J'ai combien? Soldats, saisissez-vous de cet individu! Archers, tendez vos arcs! Les autres, aux arbalètes! 200 hommes pour entraver les jambes de ce malfaiteur! 300 hommes pour se saisir de ses bras! Vous, en haut, sur les toits, lancez vos flèches! Vous, lancez les chaînes! Cavaliers, empêchez-le de s'enfuir! Hérus, bloquez au nord, au sud, à l'est, à l'ouest! Exécution! Et enfin, lâchez-moi, vous vous trompez! Aïe! Il s'agit d'une terrible méprise. Je m'appelle Gulliver. Je suis un sujet de la reine d'Angleterre. Soldats de réserve, grimpez sur le géant. 50 à droite, 50 à gauche. Je le veux bâillonner et ligoter. Balmuf de Belfaborac de Balibarbi de Blismarcloub. Que signifie tout ce ramdam? Majesté, cet étranger s'est introduit dans vos appartements pour commettre un attentat. Mais pas du tout, c'est vous! Silence, taisez-vous! Gulliver? Vous me décevez profondément, mon garçon. J'avais pleinement confiance en vous. Tout le monde peut se tromper, Majesté. Qu'on jette cet individu en prison. En prison? J'ai droit à un avocat. On vous fournira un excellent bourreau, ça revient au même. Garde! Emmenez-le. Me voilà revenu au point de départ, sur la plage. Ligoté des pieds à la tête, les bras en croix et les mains attachées au sol, comme si j'étais un fou furieux harnaché dans son lit. Depuis 7 jours déjà, je suis prisonnier sur l'île de Lilliput. Comme la prison est trop petite pour moi et que Skyris Bolgolam, le grand amiral, a refusé de me loger dans mon abri, je reste entravé sur le dos, de jour comme de nuit. Le jour, je supporte le soleil et la nuit, comme maintenant, je prends froid. Je m'enrhume, mais au moins, je peux contempler les étoiles. Elles passent très lentement, au fil des heures, au-dessus de ma tête. Pégase, le cygne, Hercule, la couronne boréale. Pour je ne sais quelle raison, le grand amiral a tout mis en œuvre pour me nuire. Je suis tombé dans son piège et désormais, tout le monde sur Lilliput me considère comme un dangereux malfaiteur. Cette nuit est ma dernière nuit sur l'île. Demain, à l'aube, les gardes de Skyris Bolgolam vont venir me chercher. J'ai été condamné à mort. Il a fallu 7 jours et 300 charpentiers pour construire un échafaud assez grand pour me pendre. En faisant un effort, si je parviens à tourner ma tête vers l'ouest, je peux apercevoir l'étoile Arcturus au-dessus de l'horizon. J'aime Arcturus. Elle est ma bonne étoile. D'habitude, elle me porte chance, mais cette fois, elle ne peut plus rien faire pour moi. Ou bien je me trompe? Ma bonne étoile vient peut-être de m'adresser un signe? J'ai l'impression de voir un navire à l'horizon, plein ouest. Il est encore beaucoup trop loin, je ne saurais dire s'il est construit à ma taille ou s'il est un bateau miniature à la mode des Lilliputiens. Je voudrais tenter ma chance et lui faire signe, mais comment faire signe quand on se retrouve pieds et poings liés? Oh, si au moins je pouvais lancer un appel, si je pouvais allumer un feu, si je pouvais me délivrer et partir à la nage loin de cette île. Oh, trop tard. Le jour commence à se lever. Je crois entendre venir les archers du grand amiral. Déjà. Commence-toi. Non, toi, commence. Commence d'abord, je commencerai ensuite. Mais si je commence en premier, tu ne peux pas commencer après moi. D'accord. Gulliver, vous dormez? J'espère qu'on ne vous dérange pas? Vous allez vous demander, qu'est-ce qu'ils ont tous à me réveiller en pleine nuit? C'est vous? Navel? Nostril? Vous êtes venu me chercher? C'est exact. Pour me conduire à l'échafaud? Quel échafaud? Ah oui, votre échafaud. Vous devriez voir ça, il est immense. Ah, c'est sûr, il vaut le coup d'œil, hein. Mais la question n'est pas là. Nous sommes venus pour quelque chose de tout à fait différent. Tout à fait opposé, même. Comme qui dirait le contraire de l'échafaud. Comment vous expliquer la chose simplement? Le mieux est d'aller droit au but. Droit au but, tu as raison.
Je commence? Comme tu le souhaites, toi ou moi, l'un des deux, l'un ou l'autre. Eh bien voilà. Nous sommes venus vous délivrer. La reine m'a accordé sa grâce. Hélas, non. Le grand amiral l'a convaincu de n'en rien faire. Alors je ne comprends pas. Nous n'avons pas oublié, cher monsieur, qu'un jour, il y a quelques semaines de cela, vous sauvâtes nos vies. Vous nous sauvâtes de la noyade. Nous avons, comme qui dirait, une dette à votre égard. Cette dette, nous sommes venus l'honorer cette nuit. Merci, mes amis, vous êtes bien aimables. Mais vous ne pensez pas qu'il est trop tard? Trop tard, non. Seulement, bien sûr, on n'a pas beaucoup de temps. C'est d'ailleurs ce qu'on s'était dit avant de se mettre en route. Faisons vite, pas de bavardage. Pas de bavardage, il faut quand même expliquer la situation. Je ne te donne pas tort, mais je crois que monsieur Gulliver a compris maintenant. Vous avez compris? J'ai parfaitement compris. Alors je crois que tout est dit. Dans ce cas, pas de temps à perdre, au travail! Rassurez-vous, nous ne sommes pas venus seuls. Nous avons avec nous 40 personnes de confiance, les plus fortes et les plus rapides. Mesdames et messieurs, si vous voulez bien interpréter une petite musique entraînante... Pour nous encourager, pour nous donner le rythme... Quelque chose de guilleré, mais plein d'allant. Allegro, quelque chose au... Comme une marche en plus joyeux, glissando presto, pour nous donner de l'espoir. Ou tremolo forte, à vous de voir. Sciez les cordes, ça demande du courage. Alors, on en est où? Encore 2 ou 3 coups de scie, et ce sera fini. Il faut faire vite. Mais puisque je te dis qu'on a bientôt fini, Regarde de ce côté, qu'est-ce que tu vois? la route qui coud droit, Tu sais ce que cela signifie? le vent se lève. Non, les troupes du grand amiral arrivent au grand galop. Si Gulliver n'est pas libéré dans les secondes qui viennent, il est perdu. Il est perdu, et nous aussi. Accélérez, s'il vous plaît. Plus vite, plus vite. Ce qu'il nous faudrait maintenant, c'est une musique romanesque. Quelque chose d'entraînant et de dramatique. Dramatique, mais pas trop, hein. Une musique qui emporte, avec du souffle. Des trompettes, des tricornes, des tremblants, tout ce que vous voulez. Je voudrais pas paraître rabat-joie, mais les troupes seront bientôt là. Pas de panique, les cordes sont coupées. Ça y est, Gulliver, vous êtes libre. Mes amis, je ne sais pas comment vous remercier. On n'a pas le temps de faire des politesses. C'est le moment de courir et de partir à point. Partir, mais où? Bonne question. Pas vers les soldats, dans la direction opposée. La direction opposée, c'est la mer. Eh bien quoi, la mer? Vous savez nager? J'ai appris dans un livre. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Je pars. Adieu, mes amis. Lemuel Gulliver court sur la plage en direction de l'océan. Derrière lui, à ses trousses, les armées du grand amiral. Elles semblent gagner du terrain, mais Gulliver n'a pas dit son dernier mot. Encore quelques pas et le voici au bord de l'eau. Gulliver fait de grandes enjambées. Les cavaliers sont là, ils nous dépassent. Les chevaux galopent à bride abattus. 200 cavaliers, peut-être 250, armés d'arcs et d'arbalètes. Ils tendent leur arc, ils visent, ils tirent. Une nuée de flèches s'abat sur Gulliver. Gulliver est touché. Gulliver est blessé, il flageole, oh mon Dieu non, il chancelle, il s'agenouille. Il se relève, il reprend sa course folle. Malgré son épuisement, il s'avance dans la mer. Il a déjà de l'eau jusqu'aux genoux, jusqu'au ventre, jusqu'aux épaules. Ils font une première vague, une deuxième. Les archers tirent, les flèches s'éparpillent. Elles ne l'atteignent pas. Je ne vois plus Gulliver. S'est-il noyé? Non! Le revoilà! Il est déjà loin! Il nage comme s'il avait le diable au trou! Encore quelques mouvements de bras vigoureux. Les cavaliers renoncent à le suivre. Ils mettent le pied à terre. Oh oui! Gulliver est sauvé! Majesté, j'ai 2 nouvelles à vous annoncer. Une bonne et une mauvaise? Non, Majesté, 2 mauvaises. Je vous écoute. Gulliver a pris la fuite, lâchement. On l'a vu gagner la mer où mes vaillants soldats n'ont pu le rattraper en dépit de leur excellence. Gulliver a sournoisement profité de sa taille pour semer ses poursuivants. Il paraît qu'il a nagé en direction d'un navire qui voguait à quelques encablures. Un navire gigantesque,
Sans doute appartient-il à des géants de son espèce. Fort bien. Je veux dire, fort bien pour Gulliver et tant pis pour vous, grand amiral. Quelle est l'autre nouvelle? Gulliver s'est évadé grâce à la complicité de 2 de vos meilleurs sujets, Navel et Nostril. Je vous conseille de les jeter en prison. Balmuf de Belfaborac, vous voulez jeter tout le monde en prison, grand amiral? Seulement les traîtres, Majesté. Pourquoi ne pas faire preuve d'indulgence? Navel et Nostril pensaient sans doute bien faire. Une grande reine se doit d'être sans pitié, surtout pour ceux qui l'ont trahi. Vous m'avez convaincu, amiral. Pas de pitié. J'en suis heureux. Ne me remerciez pas. Voyons, qui m'a trahi dernièrement? Qui a mis en scène un attentat dans ma chambre en pleine nuit? Qui a trompé l'innocent monsieur Gulliver en lui faisant croire qu'il agissait pour le bien du royaume? Qui a sonné l'alarme et m'a réveillé en sursaut sans me dire la vérité? J'ai son nom sur le bout de la langue. Aidez-moi. Ah! J'ai trouvé! Skyris Bolgolam, le grand amiral. Majesté, vous vous trompez, je vous assure que je... Pendant 7 jours, vous avez fait construire un échafaud. Moi, pendant 7 jours, j'ai mené une enquête. Et ce matin, précisément, j'ai fini par tout savoir et tout comprendre. Vous m'avez trahi. Je vous demande de faire preuve d'indulgence, au nom de mes services rendus à la couronne. Quelqu'un m'a dit récemment, une grande reine se doit d'être sans pitié. Je crois que je vais suivre son conseil. Garde! Arrêtez cet homme! Majesté! Majesté, il est arrivé quelque chose. Quelque chose en pleine mer. Je vous écoute. Quelque chose de peu commun. Et même d'extraordinaire. En pleine mer. En pleine mer, je sais quoi exactement. Ah, comment le dire simplement? Vous m'agacez à la fin, allez droit au but. Vous avez raison, Majesté, c'est agaçant. Il faut toujours aller droit au but. Bien choisir ses mots sans tergiverser. C'est ce qu'on se disait avant de venir vous voir, Majesté. Et alors? Et alors quoi? Il est arrivé quelque chose d'extraordinaire en pleine mer. Ça alors, comment le savez-vous? Et vous venez de me le dire. Est-ce qu'on vous a dit aussi qu'on a vu Gulliver monter dans un navire? Après quoi, le navire a fait route vers le nord-est, puis il a disparu derrière l'horizon. À notre avis, Gulliver sera bientôt de retour chez lui. J'en suis heureuse pour lui. Mon seul regret est de n'avoir pas eu le temps de lui dire adieu. Eh ben, moussaillon, l'eau est bonne. Un peu froide au début, mais après on s'y habitue. Qu'est-ce que tu fabriques tout seul au beau milieu de l'océan Pacifique, mon garçon? Je fais de drôles de voyages. Vous voyez cette île? Au loin? Je la vois. Elle est habitée par le peuple le plus étrange que j'ai jamais vu. Le peuple des Lilliputiens. Tu as dû rêver, il n'y a personne là-bas, c'est une île déserte. Vous croyez? Balmuf de Belfaborac, j'en suis sûr. Mais te fais pas de mouron, mon gars. On rentre au pays, on y sera bientôt. Les perroquets, les bonnettes, haut et bas sur les 2 bords.